Bien, bonsoir à tous et merci d'être là aussi nombreux ce soir pour entendre Fabrice Roussel, maire de La Chapelle-sur-Erdre, vice-président de Nantes Métropole, chargé du dialogue citoyen. Nous l'avons déjà reçu à d'autres occasions et je suis toujours heureux de ces rencontres. Fabrice Roussel est un jeune élu de 38 ans, ce qui n'est pas si courant. Et à ce titre, sa perception d'un monde qui évolue très très vite est différente et intéressante. Il va évoquer la question de l'organisation territoriale et ses implications dans le développement et l'attractivité de notre espace de vie. C'est un sujet complexe qui fait souvent le délice des experts, mais dont les citoyens ne perçoivent pas toujours la même saveur. Donc on compte sur lui pour ne pas forcément être un expert, mais se mettre à la portée de notre compréhension. Par rapport à ce sujet particulier de l'organisation territoriale et de la gouvernance, on a souhaité ce soir élargir notre... Donc pour poursuivre, et par rapport à cette audition qui va concerner la gouvernance territoriale et son organisation, on a pris l'initiative d'inviter certains de nos collègues, conseils de développement concernés par ces questions et par ce territoire, et j'ai le plaisir de saluer notamment les représentants de Saint-Nazaire et d'Erdre-et-Gèvres. Peut-être y en a-t-il d'autres que je n'ai pas... et Ancenis, voilà. Merci à vous d'être là. En fait, le constat, c'est que les repères institutionnels traditionnels que sont la commune et l'État restent très présents, mais les nouvelles échelles de gouvernance, notamment en matière d'intercommunalité, méritent d'être précisées. Elles ont d'autant plus besoin de lisibilité que leur champ de décision s'accroît. Dans ce cadre, Fabrice Roussel va évoquer ce soir deux sujets majeurs. Premièrement, celui de la nouvelle carte de l'intercommunalité en Loire-Atlantique, telle qu'elle s'élabore en ce moment. Où en est-on de cette évolution ou de cette rationalisation des structures intercommunales? Quels sont les territoires impactés? Deuxièmement, celui des pôles métropolitains issus de la réforme territoriale. Nantes a fait le choix de deux pôles. Le premier sera une évolution de l'actuel SCOT Nantes-Saint-Nazaire, et je remercie Stéphane Bois d'être également présent ce soir. Et le second correspondra à l'espace Loire-Bretagne qui associe Angers, Rennes et Brest. On le voit bien, la gouvernance du territoire évolue et les enjeux stratégiques ne seront plus traités à la même échelle. Du point de vue du citoyen, cette nouvelle donne peut cependant avoir des effets un peu schizophréniques. D'un côté, le territoire se dote de nouveaux outils à la mesure de son développement et de ses ambitions, et cela bénéficiera aux habitants. De l'autre, ces mêmes habitants peuvent se sentir dépossédés de leur rôle citoyen, puisqu'on a affaire à une démocratie du second degré, celle de l'intercommunalité, voire du troisième degré, celle des pôles métropolitains. Il est donc important de mieux comprendre cette nouvelle donne pour en saisir à la fois les potentialités et éventuellement les faiblesses. Voilà, merci à Fabrice d'avoir accepté notre invitation. Et à toi la parole. Très bien, merci Philippe. Écoute, c'est toujours un grand plaisir d'être parmi vous pour contribuer à la fois pour écouter, entendre le résultat de vos travaux, mais aussi pour échanger avec vous sur différents sujets. Alors effectivement, différentes décisions, différentes réflexions sont en cours sur l'évolution de l'intercommunalité ou sur le travail entre les différentes intercommunalités. Je souhaitais tout d'abord rappeler que tout cela est issu de la loi sur la réforme territoriale de décembre 2010, qui avec la loi sur la fiscalité des finances locales a amené plusieurs évolutions sur les finances locales. Ça a notamment été la suppression de la taxe professionnelle. Et puis, la réforme territoriale, qui devait simplifier, rationaliser l'organisation administrative. Bon, après mon exposé, je ne suis pas sûr que vous trouverez que c'est forcément plus simple, puisque à la fois tous les niveaux d'échelon, vous le savez, ont été maintenus. Le débat
sur la suppression de certains niveaux n'a pas été tranché. Hein. Et puis également la répartition des compétences, là aussi, n'a pas été tranchée, hein, puisque vous avez certainement suivi le débat sur la clause générale de compétences, hein, qui devait être supprimée, qui finalement a été maintenue sous certaines conditions pour notamment les conseils généraux et les conseils régionaux. Alors dans cette loi, il y avait la réforme et l'évolution des structures intercommunales des départements, hein, puisque un des objectifs du gouvernement, très simple, c'était de dire il faut faire des économies, hein, comme nous, mesdames et messieurs, qui gérez les collectivités, bien, il y a un comportement vertueux et faites des économies, et pour faire des économies, on va vous inciter à vous regrouper, à fusionner, et dans ce sens-là, je demande au préfet de mettre en place une commission pour travailler sur cette question de l'évolution intercommunale. Alors, cette commission a été installée, hein, pour ce qui concerne la Loire-Atlantique au cours de l'année 2011, et je rappelle les objectifs qui avaient été assignés donc au préfet. C'est tout d'abord faire en sorte que tout le territoire des départements dont ils avaient la charge soit couvert par l'intercommunalité, hein, donc ce qui est le cas aujourd'hui en Loire-Atlantique. Le deuxième objectif, c'était le fait qu'il n'y ait pas de discontinuité territoriale au niveau des intercommunalités. J'y reviendrai un peu en détail puisqu'il y a un seul cas en Loire-Atlantique. Et puis après, l'autre objectif, c'était donc ce qui évidemment a amené aussi à s'interroger sur la rationalisation des périmètres et donc le regroupement de certaines intercommunalités. Et puis dernier objectif, c'était la réduction du nombre de syndicats mixtes, syndicats intercommunaux, SIVU, SIVOM, puisque rien qu'en Loire-Atlantique, il y en a plusieurs centaines, hein, qui sont chargés d'opérer et de rendre des services publics. Alors pour être très concret sur ces objectifs, en Loire-Atlantique, c'est finalement assez simple, puisque, je le disais, toutes les communes appartiennent à une intercommunalité. Hein, il y a en Loire-Atlantique 21 intercommunalités. Il y a une discontinuité territoriale. La commune de la Boissière du Doré, hein, qui appartient à la communauté de communes de Valette, hein, alors qu'elle est séparée de cette communauté de communes par la commune de la Remaudière. Voilà. Alors, donc, sur ce point-là, il y a aujourd'hui un débat, même si ça ne concerne pas tout à fait le territoire de mon métropole, quoique je vais y revenir. Il y a un débat pour savoir comment s'organise l'évolution de ce territoire. Mais le préfet, ayant plutôt pris le parti d'être dans un dialogue constructif, aujourd'hui a envisagé la solution du rattachement de la commune de la Boissière du Doré à la communauté de communes de Loire-Divat, hein, la communauté de communes à laquelle par contre elle est rattachée géographiquement. Par contre, comme il y a un débat entre les élus du Pays du Vignoble, il a accepté qu'une étude au niveau du Pays du Vignoble soit enclenchée et pour voir d'ici juin 2012 si une autre organisation sur le Pays du Vignoble peut être trouvée, puisque actuellement 4 intercommunalités discutent sur ce territoire. Donc vous voyez, position plutôt ouverte du préfet. Ça n'a pas forcément été le cas dans d'autres départements, et ça pose bien d'autres problèmes pour les élus. Sur la rationalisation des périmètres. Alors là aussi, la Loire-Atlantique a une chance, c'est que l'intercommunalité a déjà pas mal avancé. Et finalement, le gouvernement avait fixé la barre de 5000 habitants, hein, pour que des intercommunalités puissent fusionner ou se rapprocher. Aujourd'hui, la plus petite intercommunalité compte un peu plus de 7000 habitants. Hein, donc là aussi, on ne s'attend pas à des prescriptions, hein, de la part du préfet pour faire fusionner ou se rapprocher des intercommunalités, même si des discussions existent. Alors pour faire le lien
avec ce que je disais sur le pays du vignoble et Nantes Métropole, nous avons été par exemple saisis officiellement de la demande d'adhésion de la Chapelle-Basse-Mer à Nantes Métropole. Nous répondrons pas favorablement, j'en dirai quelques mots plus tard. Et puis des discussions ou des souhaits existent. Alors c'est le cas notamment entre la communauté de communes de la région de Blain et la CCEG, même si aujourd'hui la région de Blain serait plutôt volontaire pour fusionner. Ce n'est pas forcément aujourd'hui la position de la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres. Donc je le disais, il y a le débat sur le rapprochement ou la fusion de 2 voire de 4 intercommunalités sur le pays du vignoble. Il y a aussi des discussions entre la communauté de communes de Nozay ou de Derval, et puis aussi au sud entre Grandlieu et Machecoul. Voilà, donc différentes discussions, mais du fait quand même du temps assez serré de débat que nous avons, puisque le nouveau schéma de coopération intercommunale devrait être adopté à la fin de l'année, il est vraisemblable qu'il n'y aura pas d'acte de rapprochement ou de fusion. Par contre, certainement, nous retrouverons dans le schéma la volonté de discuter au niveau de plusieurs intercommunalités, sauf certainement le caractère prescriptif au niveau de la communauté de communes de Valette avec la commune de la Boissière-du-Doré sera inscrite dans le schéma. Et puis, il y a les syndicats intercommunaux, les syndicats mixtes, les CIVU, les CIVOM. Donc aujourd'hui, le préfet a dressé une liste de 55 syndicats à supprimer. Alors pourquoi cette liste-là? Essentiellement les critères suivants. Une activité très réduite de syndicats qui existent depuis longtemps, qui n'ont jamais été supprimés. Et donc aujourd'hui, il ne se passe plus grand-chose à l'intérieur. Et puis aussi le regard du préfet pour faire en sorte que certaines activités qui sont dans ces syndicats puissent être intégrées aux intercommunalités, puisque certaines de ces intercommunalités peuvent prendre cette compétence. Alors c'est ce qui occasionne le plus de discussions, puisque aujourd'hui, certaines intercommunalités ne souhaitent pas forcément prendre les compétences du CIVU. Certains CIVU sont sur plusieurs intercommunalités, et donc c'est ce qui aujourd'hui occasionne le plus de discussions. Mais là aussi, les objectifs du préfet ne l'incitent pas à forcément passer en force sur cette liste de 55 syndicats, même si une partie sera évidemment supprimée. Donc voilà où on en est. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément d'évolution de la carte intercommunale forte, vraisemblablement, alors notamment dû au fait que le temps de discussion que nous avons actuellement est assez réduit. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est que la commission départementale qui est composée d'élus puisse avoir un schéma adopté en fin d'année. Nous sommes en discussion évidemment avec le préfet et les services de la préfecture, avec Gilles Retière, qui est le rapporteur général de cette commission, pour voir par rapport aux amendements, pour voir par rapport aux discussions qu'on peut avoir entre les élus, le préfet sur le maintien de certains syndicats, si on arrivera à un accord en fin d'année. Si on n'arrive pas à un accord en fin d'année, comme dans d'autres départements, on repoussera l'adoption de ce schéma. Au vu des évolutions qu'il y a dans ce schéma, il n'y a pas aujourd'hui d'urgence à ce qu'il soit forcément adopté en fin d'année, en se disant que de toute façon, cette discussion se poursuivra au cours de l'année 2012. Je tiens à rappeler que le précédent schéma datait de 2006 et que depuis, par contre, le préfet n'avait jamais organisé de réunion de commission départementale, donc on n'avait finalement jamais aussi discuté de cette évolution intercommunale. Voilà. Puis dernier point, avant d'aborder la question des pôles métropolitains, puisqu'elle est quand même dans ce schéma, je vais y revenir. C'est la question aussi des grandes fonctionnalités, puisque notamment des services publics que peuvent représenter les déchets, l'eau potable, l'assainissement, la question hydraulique ou la question de l'électricité. Alors là aussi, il y a un travail, mais qui est long, de
là aussi d'harmonisation, de rationalisation de l'organisation de certains de ces services, mais là aussi c'est aujourd'hui un travail difficile. Donc si vous lisez le schéma, vous verrez que c'est truffé d'encourage, incite, puisque aujourd'hui il n'y a pas la volonté là aussi du préfet à imposer une nouvelle organisation sur certains de ces services publics qui sont soit assurés par des intercommunalités, soit par des communes, c'est encore le cas, soit par des syndicats intercommunaux. Donc voilà pour aujourd'hui la réflexion sur l'évolution de l'intercommunalité. On est plutôt dans un processus de discussion assez ouvert, où on a listé les pistes de travail, mais travail qui doit évidemment continuer, puisqu'on n'est pas en mesure de trancher certains débats, et même, je le disais, sur le caractère prescriptif de la discontinuité territoriale, on n'aura pas une position tranchée du préfet, même si on aura une position privilégiée de sa part. Alors, dans ces discussions, je poursuis. À moins que sur la question du schéma d'intercommunalité, il y aurait comme ça une question spontanée à partir de tes indications. Bon, a priori non. Moi j'ai déjà appris quelque chose. Je crois que la Boissière du Doré c'était un zoo, mais c'est aussi une commune, donc bien d'autres. Voilà, il y a bien d'autres avantages à Boissière du Doré. On passe au pôle métropolitain. Alors. Voilà. Alors dans ce schéma. Et puisque nous parlons de la réforme territoriale, il y a plusieurs questions qui concernent plus directement Nord Métropole. La première question, puisqu'on est dans la question de l'évolution de l'intercommunalité, donc du rapprochement avec certains autres territoires, la question forcément de l'étendue de Nord Métropole au sens communauté urbaine a été posée à la fois par le préfet, et puis, je l'ai dit, par d'autres communes. Alors, même s'il y avait eu des discussions avec d'autres communes, nous avons eu, je l'ai dit, une seule demande officielle venant de la chapelle Basse-Mer. Donc, aujourd'hui, la réponse de Nord Métropole, c'est de se dire, voilà, on est 24 communes. On considère que par rapport au travail que nous avons à mener sur la qualité des services publics à rendre aux citoyens, et puis par rapport à l'équilibre du territoire et au bon travail avec les autres intercommunalités, il ne me paraissait pas opportun d'enclencher une réflexion sur un agrandissement du nombre de communes appartenant à Nord Métropole, même si évidemment les derniers chiffres qui concernent les aires urbaines font que évidemment, les personnes qui viennent travailler, qui sont en lien direct avec Nord Métropole, continuent d'augmenter, mais vous voyez que le débat pouvait apparaître sans fin, puisque aujourd'hui, l'aire urbaine s'étend très très largement au-delà de l'agglomération nantaise. La deuxième question, c'était, il y a dans la réforme territoriale un nouveau statut qui s'appelle la métropole. Alors, confusion, puisque dans le métropole, la métropole. Donc, un nouveau statut de métropole qui, aujourd'hui, consiste à donner une importance au niveau des fonctions, des compétences à un territoire dans lequel notre agglo pourrait s'inscrire. Alors, aujourd'hui, on n'a pas souhaité s'inscrire dans ce projet de métropole, je dis bien ce projet de métropole, parce que demain, si la loi change, si d'autres outils qui s'appellent la métropole se présentent, pourquoi pas, mais en tout cas, par rapport à cet outil, nous n'avons pas souhaité entrer dedans, puisque globalement, la plupart des compétences du nouveau statut de métropole sont aujourd'hui assurées par la communauté urbaine. Et finalement, la seule évolution qui était importante, c'était par convention, c'était prendre les compétences ou certaines compétences du Conseil général ou du Conseil régional sur le territoire de l'agglomération nantaise. Donc, au regard aujourd'hui du débat qui n'est pas abouti sur le partage des compétences entre les agglos, enfin les intercommunalités, le département et le conseil régional,
nous paraissait difficile de s'engager dans cette démarche, là aussi pour une question d'équilibre du territoire. Et évidemment, nous considérons que nous avons de bonnes relations de travail avec le Conseil général et le Conseil régional, et qu'aujourd'hui nous pouvons continuer d'avancer comme cela. Donc voilà pour le statut de métropole. Et après, il restait la question des pôles métropolitains. Alors juste un rappel sur l'historique de la loi. Les métropoles ont été présentées par le gouvernement, finalement, pour dire il faut que nous ayons en France des métropoles qui puissent peser au niveau européen, qui puissent être attractives, et donc reconnaître ce statut de métropole, c'était donner une meilleure lisibilité. Bon, sur la question d'attractivité, ça nous apporte pas grand-chose. Et d'ailleurs, on s'aperçoit aujourd'hui que vraisemblablement, peut-être une ou deux communautés urbaines vont rentrer dans ce dispositif de métropole. Par contre, ce qui apparaissait important, c'était que pour beaucoup d'agglomérations, je veux dire comme de grandes agglomérations au niveau français, eh bien, il y avait la nécessité, il apparaissait comme étant nécessaire de mieux travailler avec d'autres intercommunalités, là aussi pour peut-être se donner une taille critique, pour peser sur certains dossiers ou pour répondre à certains besoins d'aménagement. Et donc le pôle métropolitain, ça a été une demande des associations d'élus locaux d'inscrire ce projet dans la loi, puisqu'au départ, c'était pas du tout prévu. Et par rapport au débat qu'on peut avoir et qu'on a eu dans les assemblées, où on a à la fois délibéré sur le schéma et puis sur ces pôles, de se dire finalement, il y aura peut-être, alors quel que soit le vainqueur à la présidentielle, il y aura peut-être une nouvelle réforme territoriale. Si aujourd'hui nous souhaitons aller dans le cadre de ce pôle, c'est qu'il y a eu consensus politique pour travailler à cet outil qui est aujourd'hui le pôle métropolitain. C'est quand je dis que ça a été porté par des associations d'élus, à la fois par des élus de droite et des élus de gauche, et donc c'était cette volonté de renforcer la coopération intercommunale. Alors, le pôle, pour bien expliquer ce que c'est, on va s'appuyer sur un PowerPoint qui a été préparé par Stéphane. Et pour bien expliquer la différence au niveau de la métropole, la première différence, c'est notamment la taille, puisque vous voyez que sa création n'est soumise qu'à des critères démographiques, donc au moins 300 000 habitants, avec un EPCI d'au moins 150 000 et aucun établissement public qui peut avoir plus de 50% des sièges. Donc évidemment, à la fois sur le territoire du SCOT et à la fois avec les autres agglos du Grand Ouest, eh bien, nous remplissons ces critères qui n'étaient pas les critères de la métropole. Ce qui est aussi important à dire, c'est qu'on s'appuie aujourd'hui sur les compétences existantes des intercommunalités, parce que vous avez peut-être entendu dire que, d'ailleurs, ça a été dans la presse, qu'on s'interrogeait sur le transfert de compétences des communes, éventuellement du Conseil général et du Conseil régional. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. C'est bien l'appui sur les compétences existantes des intercommunalités. Par contre, ce qui est pour nous intéressant, notamment au niveau du SCOT, mais aussi de l'espace métropolitain Loire-Bretagne, c'est de se dire qu'on a besoin de renforcer nos coopérations entre les intercommunalités. Pourquoi ? Parce que, je l'ai évoqué à travers la question de l'aire urbaine, aujourd'hui, les habitants de nos départements habitent à un endroit, travaillent dans une autre intercommunalité, consomment dans une autre intercommunalité, vont au spectacle dans une autre intercommunalité. Voilà, donc il y a une vie qui dépasse largement les limites institutionnelles, et donc cet outil-là nous permet de travailler à des collaborations qui dépassent nos propres territoires et donc nos propres intercommunalités. Et puis, là aussi, pour que les choses soient claires,
aucun de ces domaines n'est obligatoire. On est sur la base du volontariat, hein, à la fois sur aujourd'hui les domaines d'action de chaque pôle, mais aussi sur la mise en œuvre d'actions. Hein, c'est-à-dire que les choses soient claires. Si demain des domaines d'action ou des actions sont mises en œuvre au niveau du pôle, par exemple si je prends le pôle Nantes-Saint-Nazaire, eh bien si ce sont les 6 intercommunalités qui travaillent ensemble, elles l'auront décidé ensemble. Hein, ce n'est pas 2 ou 3 intercommunalités qui seraient majoritaires dans ce pôle qui décideraient de la mise en œuvre d'actions sur d'autres intercommunalités. Hein. Donc on est vraiment sur la base du volontariat. On reproche parfois aux élus de manquer de réactivité. Hein, c'est bien un outil pour mener des actions concrètes et pouvoir le faire de façon assez souple, puisque des délibérations d'intercommunalité concordantes, évidemment, suffisent à mettre en œuvre des actions. Et je le dis, on reste au niveau des intercommunalités. Hein, là aussi, ce n'est pas un 3e niveau qui va forcément décider, puisque les actions qui seront mises en œuvre au niveau de ce pôle seront décidées par les délibérations des intercommunalités. Hein, pour que les choses, là aussi, soient très claires, c'est à ce niveau-là que ça se décidera. La réflexion, l'animation se décidera évidemment, se mènera au niveau du pôle, mais c'est bien la délibération intercommunale qui sera à l'origine de l'action, hein, pour que les choses, là aussi, soient très claires. Alors, les domaines d'action qui ont été proposés par le Code général des collectivités, hein, vous les avez, hein, c'est à la fois l'économie, l'innovation, la recherche, l'enseignement supérieur, la culture, l'aménagement de l'espace par la coordination des SCOT et le développement des services d'infrastructure et de transport. Alors, bon, les territoires, je pense que vous les connaissez, hein, 2 territoires concernés. Là aussi, hein, je le dis, en France, on aura les journées des communautés urbaines de France, là, jeudi et vendredi. Hein, mais moi, j'ai participé à une première réunion du lancement national des pôles métropolitains début juillet à Paris. C'est globalement entre 20 et 30 pôles métropolitains qui se lancent au niveau national, hein, pour dire que ça correspondait à quelque chose d'assez souhaité par les élus. Et qu'on n'est pas la seule agglomération où on a à la fois un pôle métropolitain géographique, hein, qui est basé sur le territoire du SCOT avec les 6 intercommunalités, et à la fois un pôle métropolitain de réseau, hein, avec le travail qui est mené avec Rennes, Brest, Angers et Saint-Nazaire. Voilà, donc à la fois un pôle avec le SCOT de la métropole Nantes-Saint-Nazaire et à la fois un pôle avec l'espace métropolitain Loire-Bretagne. Pourquoi ? Tout simplement parce que par rapport aux différents domaines d'action qui étaient proposés par la loi, eh bien, nous pensions qu'il était plus opportun sur le pôle métropolitain de travailler sur certains domaines d'action, et évidemment avec Loire-Bretagne de travailler sur d'autres. Alors, je souhaite également dire quelques mots sur la gouvernance, hein, puisque là aussi, on a entendu dire que ça serait encore un nouveau machin, une nouvelle usine à gaz. Hein, voilà. Hein, donc, très concrètement, eh bien, aujourd'hui, hein, le fonctionnement de ces pôles va s'appuyer sur, au niveau du pôle métropolitain, le fonctionnement qui était le syndicat mixte du SCOT, puisque c'est une transformation, tu l'as dit, du syndicat mixte du SCOT en pôle métropolitain, et que c'est le même nombre d'élus, même nombre de personnes au bureau. Je le disais, la mise en œuvre des actions est décidée par les conseils communautaires des 6 intercommunalités. Hein, donc là aussi, il y a bien un débat en conseil communautaire. Hein, ça ne sera pas au niveau du pôle que ça se décidera. La participation est volontaire et la mise en œuvre est assurée par le pôle. Et puis on retrouve à la fois un rôle pour les commissions d'élus pour définir le programme de travail du pôle, et aussi une équipe technique réduite pour assurer la coordination des actions au niveau de Nantes-Saint-Nazaire. Sur le pôle métropolitain,
Loire-Bretagne. Donc on est dans la continuité de la dynamique du réseau des grandes villes de l'Ouest et puis de l'espace métropolitain Loire-Bretagne. Là aussi, c'est une volonté d'approfondir notre travail. Et puis, vous voyez que là aussi, on sera dans une instance qui ne sera pas forcément trop importante. Et puis, là, on n'est pas sur 6, on est sur 5. Voilà. Et il y aura donc un délégué général pour assurer le fonctionnement. Sur les domaines d'action, ce qui paraît important, c'est de voir là aussi les différences de domaines d'action, parce qu'on n'est pas forcément sur le même champ. Et donc, nous avons souhaité que, concernant le pôle métropolitain, nous ayons des domaines d'action qui nous permettent de mettre en œuvre la stratégie du SCOT, alors sur le développement économique, avec des actions consécutives à des études qui sont en cours, et puis des échanges autour des politiques de développement économique. Donc là, la grande souplesse du pôle, c'est que, évidemment, il faudra une délibération concordante de deux ou plusieurs intercommunalités pour mettre en œuvre des actions, là où avec le syndicat mixte du SCOT, il nous aurait fallu modifier à chaque fois les statuts pour permettre la mise en œuvre de ces actions. Voilà, donc c'est aussi ça l'intérêt de cet outil. Le développement urbain, puisque là aussi, on voit bien notamment dans le label Écocité, donc dans les projets Écocité qu'on a souhaité mettre en œuvre, eh bien, on n'a forcément pas l'outil de pilotage. Donc là, avec le pôle, on pourra l'avoir. Et puis aussi, sur la question des déplacements, même s'il y a la volonté, notamment avec le Conseil général, de mettre avec la région, de mettre en place une conférence des autorités organisatrices de transport, on voit bien qu'il y a nécessité de mener certaines études entre différentes intercommunalités pour définir des programmes d'action et donc un schéma de mobilité. Et puis également, aussi sur la question de l'environnement, il y a là à mettre en œuvre différentes actions qui concernent plusieurs intercommunalités. Sur l'espace métropolitain Loire-Bretagne, donc c'est à la fois animer, coordonner la réflexion stratégique. Je dirais qu'on est encore plutôt dans la réflexion stratégique. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer qu'on est sur le même niveau d'action avec les deux pôles, mais là aussi, c'est la question de la coopération de cet espace au niveau du développement économique, de l'innovation et de la recherche, de la culture, aussi du développement des infrastructures. Et puis, c'est évidemment la volonté d'améliorer l'attractivité de l'espace Loire-Bretagne, à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Donc voilà aujourd'hui où nous en sommes. Les intercommunalités ont commencé à délibérer. Le processus de délibération va continuer jusqu'à la fin de l'année. Il y aura peut-être même des délibérations en début d'année, fin d'année. Et ensuite, ces instances seront installées, en précisant aussi qu'on a souhaité mettre en place un comité des partenaires pour chacun de ces pôles avec les autres collectivités, puisque je l'ai évoqué sur la question des déplacements, mais on pourrait le faire sur le développement économique ou sur l'enseignement supérieur ou la recherche. C'est évidemment la volonté de travailler avec les autres collectivités, et puis aussi avec les chambres consulaires, là aussi pour dire qu'on est dans un projet de territoire et qu'on est sur une communauté de projets. Donc c'est bien comment nous, les différentes intercommunalités, on sait se rassembler pour porter des projets ensemble qui permettent de répondre à certains besoins sans forcément créer aujourd'hui une structure administrative qui serait d'une taille et, à mon avis, d'un éloignement particulièrement important. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui sur ces pôles métropolitains. Merci Fabrice. Et donc, la parole vous est donnée. Est-ce que d'abord vous avez
tout compris de ce que sont les pôles métropolitains ou avez-vous besoin de précision? Est-ce que quelqu'un... Voilà, première question. Christian? Oui, en définitive, ce qui est proposé avec... Ça marche, je ne me rends pas compte. Avec la mise en place de pôles métropolitains, c'est disons, un aspect d'une réforme non aboutie. La réforme territoriale, comme il a été un petit peu dit tout à l'heure, on attendait vraiment une réforme de territoire et en définitive, eh bien, on a eu une réforme laissée à l'appréciation souvent des élus locaux. Et ce pôle, si vous voulez, moi, la petite expérience que j'ai de ces structures m'interpelle un petit peu, dans le sens que quand on a fait évoluer Nantes vers son agglo, on a commencé par une structure faible, hein, le ciment, qui était une structure à vocation multiple. Et là, on nous propose quoi? On nous propose une évolution du SCOT, une sorte de CIVOM, en définitive, de grand CIVOM. Donc, si j'en reviens à l'histoire nantaise, le ciment n'avait pas de fiscalité propre, comme le CIVU, comme le pôle, pardon, on n'aura pas de fiscalité propre dans cette version-là. Par contre, les choses évoluent dans le temps, et on a vu sur l'agglo, le ciment se transformait en district, le district en communauté urbaine, avec là une fiscalité qui faisait lever l'impôt. Et la question qu'on se pose toujours, c'est l'évolution à terme de ces structures, parce qu'on rajoute encore une couche au millefeuille sans rien enlever. Et on peut se poser des questions sur l'évolution de la fiscalité de ces structures. Et je me la pose. Fabrice, une réponse tout de suite ou... sur la fiscalité, vous avez répondu. Je l'ai dit, il y avait d'autres outils qui permettaient une intégration encore plus forte. Hein. J'ai parlé du statut de métropole, hein, puisque sur le territoire, mais seulement, en tout cas, de la métropole. Enfin, la réflexion a peut-être été plus large, mais enfin bon, je me fais pas d'illusions. Il y avait à la fois la capacité d'intégrer les compétences du Conseil général et du Conseil régional, mais surtout, ce qui n'a jamais été dit clairement sur le statut de métropole, c'était de transférer du foncier bâti des communes vers la métropole. Hein. Donc je peux vous dire que ça, c'était la fin des communes, puisque sans le foncier bâti, c'est encore moins de capacité d'agir des communes, donc finalement, les maires auraient participé aux inaugurations. Voilà, donc aujourd'hui, l'enjeu pour nous par rapport au dispositif existant, hein, c'était bien de prendre cet outil pour renforcer des coopérations intercommunales. Et aujourd'hui, on n'a pas d'autre outil pour faire ça. Je le disais, l'outil qu'on avait ne permettait pas cette souplesse et cette réactivité. Et moi, j'estime que si on veut avancer sur certains projets, eh bien, il est nécessaire que des intercommunalités travaillent mieux ensemble. Voilà. Donc après, ça ne règle pas tout. Ça ne règle pas effectivement le fond de la réforme territoriale. Hein. Vous savez que cette réforme territoriale ne règle pas de façon quand même très emballante la question du lien entre le citoyen et le conseiller communautaire, hein, puisque ce qui est proposé, c'est un fléchage sur les listes municipales de qui va participer au conseil communautaire. Bon, ça veut dire que le projet, par exemple, d'une intercommunalité, qu'est-ce que portent les élus, qu'est-ce qu'ils veulent faire, ça ne se retrouvera pas forcément dans les campagnes électorales. Donc, ce lien-là, aujourd'hui, n'existe pas, et donc ça veut dire qu'il faudra quand même trouver ce lien-là. Donc, ça veut dire qu'il faudra effectivement, à un moment donné, faire une autre réforme territoriale, et je l'ai dit tout à l'heure, la question des métropoles, de leur poids, de leur place par rapport à l'équilibre d'un département ou d'une région, tout cela, là aussi, n'a pas été forcément tranché dans la réforme. Donc ça reste aussi des points de débat qui seront à l'avenir, hein, qui existeront à l'avenir. Simplement, là, on essaye d'être assez pragmatique, on a un outil,
on le prend, on pense qu'il a encore de l'avenir parce que franchement, je ne crois pas à une grande métropole, Nantes, Saint-Nazaire, où tout le monde serait dans un même ensemble comme une communauté urbaine. Voilà, je pense qu'on n'y est pas. Donc aujourd'hui, l'outil, c'est bien de travailler ensemble au niveau des intercommunalités. Gérard ? Oui, deux questions. Je voudrais revenir sur votre introduction et notamment vous nous avez dit que le préfet réfléchissait à la réduction des civils. Enfin, il fait plus colle bien ton micro au menton. Oui, mais il faudrait que je l'avale là. Autrement, ça ne va pas marcher. Oui, mais je peux parler aussi sans le micro. Oui, donc vous n'avez pas du tout évoqué l'existence des pays. Quel est l'intérêt à les conserver? Quelle est sa réflexion sur le sujet? Parce que c'était déjà compliqué, les intercommunalités. Je pense que c'est intéressant, SNI en particulier. Et maintenant, les pays qui conservent, je vois encore il n'y a pas très longtemps, notamment dans le vignoble, quand on signe des chartes, on s'occupe de gérer un musée. Quel est l'intérêt de tout ça, quoi? Ça, c'est la première. La deuxième, puisque beaucoup plus terre à terre, vous nous avez parlé de l'intérêt de la métropole pour notamment l'aspect de l'AOT. Nous, on a l'impression, moi toujours, que les choses n'avancent pas quand même, parce qu'on a reçu Jean-François Rothière, on avait aussi écouté le président du Conseil général, et je vois dans le journal de ce matin que la conclusion de nos réflexions, c'est de recréer 2500 places supplémentaires de parking en périphérie. C'était pas ça qu'on voyait. Hein. On continue, autant faire à ce moment-là un stationnement sur l'ensemble du périphérique, on n'en sortira pas. On avait essayé d'expliquer, et ça avait été fort bien reçu. On nous avait dit que c'était une bonne idée de plutôt se servir de transport Lila pour essayer de récupérer les gens en amont et non pas de les envoyer tous sur les parkings périphériques. Alors sur les pays, y a pas, cette question-là n'est pas listée dans les structures à supprimer, voilà, très, très clairement, en sachant qu'on est vraiment sur des syndicats intercommunaux qui soit ont une activité quasiment réduite et soit ont une activité qui peut être facilement réintégrable dans une intercommunalité au niveau des compétences. Donc ça veut dire que je ne sais pas, je n'ai pas encore le résultat définitif, mais sur les 55 syndicats que j'évoquais dans la liste du préfet, on sera peut-être qu'à une moitié de syndicats réellement supprimés. Bon, sur la question des déplacements, je vais m'appuyer sur l'exemple de la Chapelle-Basse-Mer. C'est-à-dire que si, par exemple, la Chapelle-Basse-Mer a demandé à adhérer à nos métropoles, c'est essentiellement pour la question des transports. Essentiellement, puisque les élus de la Chapelle-Basse-Mer se font harceler par leurs citoyens qui leur disent attendez, c'est quand même très compliqué de venir, on va à Thoiré, on va bientôt à Sainte-Luce avec le chronobus, et puis là on a un système intéressant. Par contre c'est la galère pour aller, voilà, donc nous on leur a dit attendez, si vous adhérez à la communauté urbaine, il n'y a pas que la compétence du transport, la question de l'aménagement urbain, d'urbanisme commercial, des déchets, enfin bon, donc ça les a un peu, je pense qu'ils n'étaient pas prêts encore à cette réflexion, mais évidemment ça pose la nécessité d'une meilleure coordination entre les différentes collectivités. Donc moi, par rapport à ce que vous évoquez, je sais par exemple que sur le territoire du nord de l'agglomération, puisque on va avoir le tram-train dans le Châteaubriand, et puis à la fois on met en œuvre des lignes chronobus qui vont quand même être aux portes de l'agglomération, puisque il va notamment y avoir des lignes chronobus qui arrivent au Cardo, d'autres qui arrivent à la Luchère. C'est la question de la réorganisation du réseau Lila qui est posée pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure connexion. Et puis sur certains secteurs, c'est peut-être au-delà de l'agglo, mettre en œuvre des transports encore plus performants au niveau que le réseau Lila, à la fois en termes de fréquence et de régularité de déplacement. Donc c'est l'objet du travail avec le Conseil général, mais c'est aussi l'objet du travail au niveau du pôle métropolitain, parce que ça implique qu'entre intercommunalités, on soit d'accord sur un schéma des mobilités. Et donc,
Pour prendre l'exemple que je connais particulièrement bien, dans le cadre de ce pôle métropolitain, nous souhaitons, au niveau de notre métropole, avec la communauté de communes d'André-Gève, faire des études de déplacement pour ensuite proposer des solutions à la fois au Conseil général et puis aussi des solutions qui seront évidemment de la compétence de notre métropole sur certains domaines. Donc voilà aussi l'intérêt de cette réflexion et de cet outil partagé qu'est le pôle. Oui, Jean-Pierre Payan, je voudrais réagir en tant que géographe, parce que quand vous voyez cette carte-là, c'est extraordinaire. Franchement, je m'attendais à tout, mais pas à ça. Alors, écoutez, retournez à vos manuels d'autrefois, il y a eu quand même des études. Là, on a l'impression que la réflexion géographique n'existe pas. Ça, c'est quoi? C'est du bricolage. C'est du bricolage d'élus. Effectivement, on ne va pas me dire qu'un fonctionnement, quel que soit le fonctionnement utilisé, notamment que l'on raisonne en termes de pôle ou de métropole, quand même, il y a des définitions, il y a des gens. Alors, on est en train de gémir, l'Allemagne, l'économie, les ceci, les cela, ils se débrouillent bien, tout ça. Quand même, il y a longtemps, Pisani avait fait des propositions dans les fusions communales, avec un certain nombre de cohérences. Et dans le cadre international, ça, c'est n'importe quoi. C'est absolument illisible à l'international. Et donc, véritablement, il y a eu des travaux qui ont été faits, qui ont été repris d'ailleurs par les élus, y compris ici. Il me semble qu'à un moment donné, on avait fait appel aux réseaux tels qu'ils étaient, maillés, tout ça. On a un magnifique réseau de cristallaires, si regardez un petit peu comment c'est. Donc tout ça, ça a complètement disparu. C'est une espèce de machin. Alors ça, comme disait Paul, c'est un machin véritablement que je ne comprends pas. Car si on veut raisonner en termes de pôles, bon, il y a des pôles qui apparaissent un petit peu. Il y a Nantes-Saint-Nazaire, c'est une base depuis très longtemps dans le découpage territorial de la France, y compris des grandes régions. Et si on veut raisonner en termes de réseau, on voit bien un réseau qui apparaît au moins un clairement, qui est Nantes-Saint-Nazaire, Rennes, Angers. Il y a eu des travaux nombreux qui ont été faits. Et alors on arrive à ce machin, comment entre Rennes, Angers, Brest, et puis il y a Nantes au sud, mais qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau régional et des grandes régions aussi, ça ne ressemble véritablement à rien. Excusez-moi, arriver à ce résultat-là. C'est Brest qui te gêne, c'est ça? Non, pas du tout. Mais Brest, il était dans un réseau justement. S'il y a Loire-Bretagne, ça peut apparaître. Mais ici, il y a toute une série de villes qui ont complètement disparu. La Roche-sur-Yon, je ne sais pas où. Enfin, bon, c'est étonnant. Fabrice. Oui, moi juste. Une réaction à un indigné. Non, mais ce que je veux dire, c'est finalement assez simple. Aujourd'hui, vous le savez très bien, on travaille sur la base du volontariat. Je tiens quand même à le préciser. Donc c'est bien les élus locaux qui, à un moment donné, décident de travailler ensemble. Lors d'une précédente rencontre qu'on avait eue, vous aviez évoqué la question du Sud-Loire par rapport notamment au scope de la métropole, par rapport aussi à la question de l'aménagement autour de la Loire. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de volonté forcément partagée d'intégrer une plus grande structure. Donc on fait aussi avec ce qui existe. Alors peut-être que l'année prochaine, il y aura un État qui nous imposera de travailler ensemble, peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas forcément comme ça que cela se passe. Voilà, donc c'est aussi une réalité. Alors après, parler de Brest-Saint-Nazaire, moi je pense que là aussi il faut être assez pragmatique. On voit bien que notamment dans le domaine maritime, je pense que c'est important que le territoire de Saint-Nazaire travaille aussi avec le territoire de Brest. Voilà, donc oui, mais là aussi, on est sur une participation volontaire. Et vous le savez très bien. Donc aujourd'hui, on est là avec des intercommunalités. Si demain d'autres veulent nous rejoindre, il y aura des discussions. Il n'y a pas une porte fermée. Moi, je veux simplement dire, parce qu'il faut se souvenir toujours d'où on vient. Enfin,
le SCOT, le projet, c'est 2003, hein, et puis le projet, c'est 2007. Hein, et je peux vous dire que quand on discutait il y a quelques années de ce qu'était la consommation des espaces, de ce qu'étaient les questions de déplacement, de ce qu'étaient les questions d'activité économique, il y avait quand même des visions qui étaient particulièrement différentes. Et donc finalement, en quelques années, on a réussi à trouver une cohérence, mais la cohérence, comme l'union, c'est toujours un combat parce que c'est la nécessité de dialogue. Donc voilà, donc je crois aujourd'hui, il ne faut pas voir ça comme un espace figé de façon définitive, mais sauf que on considère que dans l'état actuel des choses, c'est les autres intercommunalités avec lesquelles on peut travailler, on peut avancer. Et puis peut-être que demain, d'autres intercommunalités viendront, et en sachant aussi que sur le territoire de la Loire-Atlantique, il y a aussi un dialogue interscot qui doit continuer et qui doit, à mon avis, être approfondi. Peut-être, avant de passer la parole à Annick, une petite précision, parce que la carte qui est projetée là laisse penser que c'est le pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire qui est membre du pôle Loire-Bretagne. C'est bien Saint-Nazaire, agglomération de Saint-Nazaire et la Carène et Nantes métropole. D'accord. Donc c'est pas le pôle métropolitain. D'accord. Bon, Annick. Oui, bien, moi je suis un petit peu inquiète de voir tout ça parce que les citoyens que nous sommes, on a beaucoup travaillé, nous, avec la SEL. Bien coller le micro, Annick, au menton. Voilà, ça y est. On a beaucoup travaillé avec les acteurs locaux, la SEL, le GIP de Loire. Et nos citoyens sont formés sur ces démarches de procédure et de formation importantes. Donc, pour moi, un territoire comme cela, c'est nul, c'est pas un territoire de vie. On s'y retrouve pas du tout. On lui donne des noms d'oiseaux, d'anglais, je ne sais quoi, etc., etc. Mais si, par exemple, tous les obstacles sont levés, les citoyens que nous sommes, nous nous posons des questions. Il faudra peut-être améliorer les dessertes ferroviaires. L'insuffisance des transports collectifs est évidente dans ces régions-là. Et puis, que devient aussi la carte métro-océane? On l'attend toujours. Peut-être qu'elle va apparaître un jour. Là, on aura une carte de géographie. Ensuite, vous savez aussi que la RN 165 et la RN 175 est saturée aux heures de pointe. Alors, que devient l'autoroute de Saint-Nazaire qui va en Espagne? Ça va encore faire des saturations. L'autoroute de la mer existera toujours ou pas? On nous bassine avec ça depuis un moment. Bon, alors, si tous les obstacles sont levés et que Saint-Nazaire devienne, ou Nantes Métropole, une ville internationale, il leur faudra bien un fil d'Ariane qui, pour moi, est évidemment l'estuaire. Alors, actuellement, la démarche engagée reste un champ d'expérimentation, c'est clair, pour la gestion des grands territoires, avec seulement une seule structure, la seule qui existe, de gouvernance institutionnelle, le syndicat mixte du SCOT, qui repose sur une communauté de valeurs, mais pas sur une communauté, c'est un pur esprit, c'est pas possible. Comment voulez-vous qu'on explique ça aux citoyens de base, hein? Ils ne s'y reconnaissent déjà pas entre la métropole et leurs bras, alors dites-moi. Alors, la question que je me pose, les communes seront-elles capables de résister à une modification du paysage politique local dans l'avenir? Ça, c'est important. Donc la question, c'est demain. Est-ce qu'on va vers la disparition des communes? C'est ça, Annick? Je me pose la question, oui. Et franchement, je pense qu'il y aura des raz-de-marée. Hein. Ça ne se passera pas tout seul. Enfin, moi, là aussi, vous savez, je regarde la réalité. On peut penser qu'aujourd'hui, il y a des communes ont des tailles qui font qu'elles ont du vrai pouvoir, dans le sens où elles peuvent réaliser des équipements, rendre des services à la population. Et sur le territoire dans métropole, on est plutôt dans ce cadre-là, où les communes, on est avec des communes qui peuvent investir tous les ans, qui ont des budgets de fonctionnement avec du personnel. Mais je rencontre aussi d'autres maires. Hein. Et vous le savez, dans plein de petites communes, c'est quand même difficile à la fois de trouver des candidats, des maires, et aussi
quand vous regardez les budgets de certaines communes, finalement, les maires nous disent, finalement, on ne peut rien faire. Hein. On a à peine de quoi avoir une personne, et puis on n'a pas de budget d'investissement. Bon, voilà, donc aujourd'hui, l'intercommunalité, c'est une solution, et moi je pense que certaines communes, effectivement, fusionneront, certaines l'ont déjà fait. Après, le lien avec le maire, il reste fort, hein. Et dans ce sens-là, je ne vois pas comment aujourd'hui on pourrait faire disparaître les communes. Voilà ce que j'en pense. Maintenant, vous savez, la responsabilité des élus locaux, c'est d'expliquer ce qu'on fait, hein. C'est d'être responsable. Moi, quand je suis sur ma commune, quand on m'interpelle sur le conseil général, sur le conseil régional, sur la métropole, je ne dis pas c'est forcément la faute de l'autre ou c'est l'autre qui est responsable. J'essaye de prendre la question et aussi après de porter ces questions-là auprès du conseil général et du conseil régional. Voilà, l'enjeu, il est là pour les élus et notamment les maires qui doivent, à mon avis, à la fois forcément, ce sont ceux qui sont chargés d'aménager le territoire, de proposer des services, des animations à leur population, mais ce sont aussi eux qui sont chargés d'animer et être le relais, hein, des autres collectivités. Voilà, moi, en tout cas, dans l'état actuel, ma façon de voir les choses. Et je le dis, je ne vois pas une réforme. D'ailleurs, c'est pour ça que le statut de métropole, je le répète, est peu utilisé par les agglos, parce que aujourd'hui, je ne vois pas une réforme qui entraînerait la disparition d'un grand nombre de communes. Et quand on regarde, par exemple, dans le schéma, dans la réflexion intercommunale que nous avons sur l'invitation qui est faite aussi aux communes à fusionner, aujourd'hui, on n'a qu'un projet du côté de Saint-Nicolas-de-Redon, où là, il y a 3 communes, notamment avec 2 qui sont dans le Morbihan, ou l'Ille-et-Vilaine, je ne sais plus, voilà, qui s'interrogent sur la fusion. Hein. Mais voilà, donc c'est une seule commune dans le Loire-Atlantique sur 221. Hein, voilà. Ok, question suivante. Oui, Michel Jouvet. Oui, moi, je vais reprendre le propos de mon ami Payon, mais sous un angle un petit peu différent. J'ai bien compris que c'était un petit pas qui était fait avec un principe de réalité quelque part. Ça améliore la gouvernance que le SCOT métropolitain avait déjà mis en place, ça la simplifie, plus de souplesse, plus de réactivité. Ça crée au niveau des réseaux de villes de l'Ouest une gouvernance, de mon point de vue, qui n'existait pas à ce jour, mais c'est qu'un petit pas, on est loin d'être encore au milieu du gué de ce qui serait souhaitable. Alors, moi j'aimerais vous entendre sur vous, si vous vous projetiez à 10 ans, 15 ans ou 20 ans, comment ça pourrait, selon vous, évoluer de manière souhaitable pour avoir plus d'efficacité, plus de cohérence. Au-delà de tous les machins juridiques qu'on peut imaginer, il y en aura encore qui vont être imaginés sûrement, mais vous, si vous vous projetiez, comment vous verriez l'évolution de ce système qui, pour le citoyen, apparaît un peu éloigné et qui apparaît, encore une fois, pour moi, qu'un petit pas, souhaitable sûrement, mais on est encore très très loin d'être au milieu du gué et encore très très loin d'être au bout de l'autre bord du gué. Écoutez, il y a tout d'abord une première étape qui est importante pour moi, c'est le lien entre l'élu et le citoyen. Ça veut dire que pour chaque collectivité qui peut être gardée, conservée dans le cadre d'une future réforme territoriale, il faut qu'il y ait un lien direct. Donc ça veut dire que sur la question de l'intercommunalité, il faut qu'on organise un lien plus direct, et je l'ai dit, je ne suis pas sûr que ce soit le dispositif actuel qui le permette. Il faut aussi s'interroger sur des scrutins de liste qui font qu'il n'y a pas forcément d'attache au territoire. Et donc ça peut aussi poser des problèmes. Il y a ensuite la clarification des compétences. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi j'estime truquer ce débat-là, puisque finalement on incite les collectivités
On a dit il faut arrêter les financements croisés, tout le monde participe à tout et ça suffit bien et c'est de l'argent qui est dépensé. Les citoyens, ils y comprennent rien. Alors au-delà du fait que les financements croisés, c'est pas forcément la majorité des budgets, mais passons ça. Moi, j'ai dit clairement que je veux bien assumer des compétences sans aide du Conseil général et du Conseil régional, simplement qu'on me donne les moyens d'assurer ces compétences. Et voilà, donc c'est bien la question après de ce qu'on donne aux collectivités en termes de capacité au niveau des finances locales. Donc, il faut quand même d'abord régler ces deux questions qui sont au cœur du dispositif et d'une capacité à porter un nouveau projet de décentralisation. Parce que moi, je reste persuadé que la confiance dans les élus locaux, elle est importante et que ce lien qui est quand même plus direct qu'il pouvait exister avant la décentralisation. Moi je suis, tu me disais, j'ai quelques mandats derrière moi, mais là aussi, je pense quand même qu'on répond mieux aux besoins des citoyens depuis qu'il y a la décentralisation qu'avant la décentralisation. Il faut voir dans quel état on a récupéré, par exemple, les lycées au conseil régional quand on a récupéré cette compétence. Alors après, on nous dit vous dépensez trop. Oui, mais sauf que qu'est-ce qu'on fait? On laisse les choses se dégrader. Donc, je crois que cette confiance dans les élus locaux est particulièrement importante. Alors après, moi, je crois que il faut qu'on ait un système qui assure la proximité. Et donc, c'est dans ce sens-là, je reste persuadé que le poste de maire a encore un avenir. Je reste persuadé qu'il y a besoin d'une proximité. Et quand je dis c'est pas qu'une proximité, qu'une présence, c'est une proximité d'agir sur des compétences qui nécessitent qu'elles soient traitées à un niveau local. Et je regarde aujourd'hui les compétences qu'on peut mener, il y en a encore plein à assurer dans les prochaines années sans problème. Et puis, le deuxième élément pour moi, c'est par contre notre capacité sur d'autres compétences à avoir une vision plus large, plus globale, parce que moi, je veux bien qu'on puisse, je ne sais pas si c'était une critique, mais dire on a intégré de plus en plus des choses, mais moi, j'estime qu'on rend mieux le service aux citoyens, tout simplement. Par exemple, l'année prochaine, je vais faire un réseau d'assainissement collectif sur ma commune, c'est 3 millions d'euros. Je peux vous dire que s'il n'y avait pas dans la métropole, je ne l'aurais jamais fait, ou je l'aurais peut-être fait dans 5 ou 6 ans. Donc, voilà, simplement par rapport à ça, c'est notre capacité à nous, élus. Alors, il y a la question du statut de l'élu, du cumul des mandats aussi, à être pleinement impliqués dans ces dispositifs. Et ça veut dire qu'il faut certainement aujourd'hui revoir le fonctionnement de certaines de nos collectivités, voire, moi je ne sais pas un tabou, en supprimer, si aujourd'hui on a un statut de l'élu qui permet à l'élu d'être pleinement impliqué dans sa mission, eh bien il pourra peut-être assurer l'exercice de plusieurs compétences. Voilà, donc il faut garder cette proximité. Moi, je ne vois pas comment. Enfin, c'est l'essence même de la démocratie française. Donc, le lien entre le citoyen et l'élu. Par contre, il faut que les citoyens et les élus qui décident en face d'eux, s'ils les ont pas, effectivement, on a de l'abstention. On a l'impression que ce sont des machins qui sont éloignés et que finalement, ce qui est d'ailleurs très dangereux, que les élus décident de rien. Voilà. Merci. Alors, comme il y a un petit litige sur on va poser les deux questions, l'une à la suite de l'autre. Donc, Emmanuel. Non, mais moi, je crois que dans les travaux que vous avez menés pour l'application de la réforme territoriale de 2009, vous êtes tombé dans un piège et qui rend votre travail complètement illisible. Ça a été dit par beaucoup d'entre vous, et qui amène à une espèce de superposition de structures dont les prérogatives, je ne dis pas les compétences, dont les prérogatives ne sont pas du tout claires. Alors,
vous n'êtes pas l'auteur de ce texte fondateur, bien entendu, mais je pense que ça a été caricaturé par mon voisin, mais je crois qu'il a raison de dire, si ce n'est pas visible, il faut faire quelque chose. Et sans doute s'ajoute à cette absence de visibilité le fait qu'il y ait rajout de mandats l'un sur l'autre. Je prends votre exemple, passez-moi, mais vous êtes maire de votre commune. J'ai cru comprendre que vous étiez conseiller régional et que vous êtes aussi conseiller général. Non, pardon. Vice-président de Nantes Métropole. Non, conseiller communautaire, pardon. Oui. Donc il y a 3 mandats dont les objectifs sont forcément différents. Et il y a forcément risque de conflit d'intérêts. Je ne mets pas en cause votre honnêteté intellectuelle, c'est pas ça mon propos. Mais je veux dire que ça fait partie de ces choses qui rendent encore plus illisibles ces superproductions, ces superpositions, ces rajouts. Voilà, je me devais de vous interroger là-dessus. Emmanuel, alors, dans la foulée. Bonsoir. Il a épuisé la pile. Bonsoir, donc, je suis Emmanuel Torlasco et je suis également secrétaire général de l'Union des industries de carrière et de matériaux de construction des Pays de la Loire. Le schéma qu'on voit du SCOT métropolitain est intéressant, d'autant que les prérogatives qui sont prises, SCOT, trame verte et bleue, développement économique urbain, mobilité des citoyens, apportent comme réponse souvent des décisions publiques qui sont en termes de politique publique, des décisions d'investissement en termes d'infrastructures de mobilité. J'entendais le train-tram, le train, les lycées, des choses comme ça, qui nécessitent un approvisionnement de proximité en matériaux de construction. Je pense au sable, je parle de ce que je connais, le sable, les matériaux de construction. Or, ces outils-là sont travaillés à travers le schéma des carrières, qui n'est absolument pas opposable au SCOT, où le SCOT ne peut pas le prendre en compte juridiquement. Or, aujourd'hui, les territoires ont tendance petit à petit à rejeter les carrières, alors que c'est de la matière pondereuse et que tous les 50 km, le prix double. Donc en termes de matière, en termes de bilan carbone et de compétitivité des entreprises locales, ce qui repose souvent les carrières, c'est en amont du TP et du bâtiment. Comment est-ce que vous comptez prendre en compte cette problématique de prise en compte de schéma des carrières sur un territoire? Oui, Fabrice, s'il vous plaît. Bon, sur cette question-là, je crois qu'il y a une obligation dans le SCOT à ce qu'effectivement les intercommunalités gardent des carrières sur leur territoire. Donc je ne sais pas où on en est interco par interco, je ne peux pas vous répondre précisément, mais cette règle existe. Voilà. Donc après, effectivement, on est dans le contrôle. Bon. Donc voilà où nous en sommes. En tout cas, nous, effectivement, c'était important que ça soit dans le schéma et que ça soit inscrit par rapport à ce que vous pouvez évoquer ce soir. Après, par rapport au conflit entre les différents mandats, cette question s'est déjà posée pour certains élus. C'est pas nouveau. Simplement, moi, ce que je souhaitais dire là aussi après, c'est le rôle de l'élu de prendre ses responsabilités d'une part pour essayer d'être cohérent avec lui-même. Et je le dis, ça pose aussi derrière la question que j'ai évoquée du statut de l'élu. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme vous le voyez, on peut agir au niveau de différents mandats sur différentes compétences, puisque il y a des clauses générales. Effectivement, ça peut être aussi quelque chose de positif d'être dans plusieurs instances. Donc on peut aussi le voir de cette façon-là. Simplement, moi, par rapport au parti que je représente, ce qu'on a souhaité
dans le cadre d'une victoire en 2012, c'est effectivement de faire en sorte que les compétences soient affectées uniques à certaines collectivités et qu'il n'y ait pas forcément cette capacité de plusieurs collectivités à exercer ensemble. En tout cas, qu'il y ait un chef de file par compétence, donc la région, le développement économique, enfin après on peut détailler, et que les d'autres collectivités qui souhaitent y participer puissent y participer éventuellement, mais en tout cas qu'il y ait bien un chef de file et qu'on ne soit pas dans la discussion entre collectivités qui peut aussi parfois exprimer un manque de clarté, puisque on ne sait pas finalement qui pilote vraiment le projet, et des discussions qui peuvent laisser place au doute. Donc là, l'idée, c'est qu'il y ait un chef de projet, une seule collectivité qui soit pilote de la compétence, et donc qui puisse comme ça donner plus de clarté au domaine d'action dans lequel elle intervient. Merci. Alors, je crois qu'on a encore beaucoup de questions, donc essayez de les faire courtes, s'il vous plaît. Donc, André Hubert. André Hubert-Ménard, conseil de développement, mais ancien élu municipal, accessoirement urbaniste. Moi, je partirais, quoique juriste, j'ai plutôt l'habitude, comme juriste, de parler au nom du machin évoqué par certains de mes collègues, ou des machins. Je le ferai d'ailleurs, mais je partirai de ces deux cartes. Je dois dire qu'en elles-mêmes, ces deux cartes sont quand même très décevantes pour des gens qui attendaient quelque chose de tout à fait innovant. D'un côté, la carte du SCOT, avec tous les défauts qu'on connaît du SCOT, ne pas s'intéresser au sud de la Loire, par exemple, ne pas a priori prendre en compte la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire, ce qui me paraît quand même quelque chose d'incroyable. Et de l'autre côté, le pôle Loire-Bretagne est tout à fait intéressant, mais c'est incompréhensible. Pourquoi ces villes et pas les autres, enfin quand vous parlez à quelqu'un de pôle Loire-Bretagne, on s'attend à ce que, effectivement, toutes les agglomérations qui comptent en Bretagne et dans les Pays de Loire soient prises en compte là-dedans. Donc, pour moi, d'ailleurs, ces deux démarches n'ont rien à voir. On les appelle pôles métropolitains, mais ce sont deux choses totalement différentes qui vont fonctionner d'une façon totalement différente. Et j'en arrive ainsi aux machins. Alors, les machins, je suis quand même très étonné du rôle très limité joué par le préfet. Finalement, il est transformé en balayeur de Sivom, de Sivu, etc. Finalement, il a un petit travail de mise à jour, de réorganisation, de dessin de collectivités intercommunales déjà connues. Alors, moi, j'insiste beaucoup sur ce désengagement de l'État, je ne peux pas l'appeler autrement, d'une part, et sur la volonté, d'autre part, des élus locaux, politiques donc, de ne rien toucher de sensible et de ne rien trancher de sensible. Alors, donc, voilà ce que je voulais dire d'essentiel. En particulier, vous avez insisté, et c'est fini, vous avez insisté sur le fait qu'il n'y aura jamais que 24 communes dans la métropole nantaise, alors que l'ère d'agglomération n'arrête pas de s'étendre. C'est un commentaire plus qu'une question, donc... Brigitte Graland. Graland, animatrice du Conseil de développement Loire-et-Sillon. Il est basé sur le canton de Savenay. Vous pouvez vous lever, peut-être, on entendra. Même debout, je ne suis pas très grande. Donc, sur la chaise. C'est une question sur le pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire. En termes de gouvernance, comment a été pensé le rapport aux citoyens et est-ce qu'il y aurait une articulation avec les conseils de développement? Sur les 6 intercos, il y en a 5 qui ont un conseil de développement. Il n'y a que Cœur d'Estuaire qui est un peu à la peine. Comment ça a été pensé, cette question du lien aux citoyens? Écoutez, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que de toute façon, les intercommunalités seront amenées à délibérer pour mettre en place les différentes actions. Donc, à partir du moment où les intercommunalités
délibère, hein, et puis dans le cadre des relations, forcément qu'il y a un travail qui peut être mené sur cette question du pôle métropolitain, et donc des actions qui se mettent en œuvre, parce que l'objectif c'est que ça soit concret aussi, même si aujourd'hui nous sommes à la mise en œuvre du dispositif, donc forcément il n'y a pas d'action concrète, mais c'est bien ça l'objectif. Donc après effectivement on a aussi besoin de travailler avec les citoyens sur ces questions-là. Nous sommes là aussi un processus qui se met en œuvre, donc forcément que les citoyens peuvent s'interroger, ou même pour l'instant peuvent se poser pas trop de questions sur ces dispositifs, puisqu'ils n'y voient pas n'en voient pas de résultats concrets. Mais évidemment que le travail avec les conseils de développement est continu par rapport à cette question, d'autant plus que nos intercommunalités sont au cœur du dispositif. Ok, merci. Oui, Madame du Conseil de développement d'Ancenis. Alors, Christy Perville, du Conseil de développement du pays d'Ancenis, notamment membre du club d'entreprise et des industries du pays d'Ancenis et du MEDEF 44. Alors, je voudrais faire une remarque. Certes, la taxe professionnelle a été supprimée, mais je voudrais quand même vous rappeler qu'elle existe sous une autre forme et que le mode de calcul a été réformé. À entendre tous mes collègues, ils payent encore un peu plus que l'objectif de l'État. Donc ça, c'était une remarque. Alors, moi, je suis très étonnée, notamment sur le bassin d'Ancenis. Nos entreprises ont été touchées énormément par l'impact de la crise économique 2007-2008. La crise financière que nous connaissons aujourd'hui va aussi avoir des impacts sur nos territoires. Parallèlement, nous sommes sur des territoires, tant au niveau de Nantes qu'Ancenis, où nous avons beaucoup travaillé sur des études prospectives, et il me semble que certaines conclusions qui sont déjà données mettent en avant une attractivité de nos pays de façon à faciliter les échanges, notamment à l'export de nos entreprises. Lorsque je vois ce schéma, excusez-moi, j'ai des doutes quant à l'attractivité de nos pays. Et je ne vois pas comment on va pouvoir aider nos entreprises à exporter si nous ne sommes pas plus rapides sur la façon de nous organiser d'un point de vue local, régional et autres. Je voudrais faire appel aux entreprises quand elles ont besoin de se structurer ou de se réorganiser. Elles tapent dans le vif du sujet, même lorsque ça fait mal. Pourquoi nous n'en faisons pas autant au niveau de nos différents millefeuilles? Voilà. Fabrice. Vous l'avez vu, hein, par rapport aux compétences, le pôle ne règle pas tous les problèmes. Hein. Faut quand même avoir, qu'on se dise les choses. Oui, sur l'attractivité du territoire, là aussi, je pense que c'est bien d'ailleurs le sens du travail sur Loire-Bretagne. Hein, c'est bien aussi la vision internationale qu'on peut avoir. Hein. Enfin, moi, je le dis, j'étais avec Rennes Métropole fin octobre au Québec, à Québec et puis à Montréal. C'était quand même intéressant qu'on soit avec Rennes à présenter les atouts du territoire du Grand Ouest, et qu'on ne soit pas forcément que notre métropole. Et il y avait aussi Saint-Nazaire. Voilà. Et puis on avait aussi on a passé quelques temps aussi avec le maire d'Angers qui était aussi, vous voyez, donc il y a bien une démarche commune. Voilà, donc c'est bien l'enjeu, mais après je le dis aussi quand j'évoque la question du travail avec Saint-Nazaire, entre Saint-Nazaire et Brest sur la question du maritime, là aussi il y a nécessité de mieux collaborer, de
mieux travailler ensemble pour être compétents sur des domaines qui sont aussi créateurs d'emplois. Hein. Voilà, donc ça s'inscrit bien dans cette démarche. Alors après, au niveau de Nantes-Saint-Nazaire, nous avons créé une agence internationale. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, avec la Chambre de commerce, vous le savez certainement. Là aussi, pour que nos réseaux à l'étranger puissent être présents, activés, puissent aussi porter les atouts de notre territoire pour que ça soit aussi des opportunités pour les entreprises d'exporter. Hein. Mais je le dis, ce chantier est particulièrement important puisque vous le savez, en Pays de la Loire, il y a globalement 2% des entreprises qui exportent régulièrement. Hein, 2% des entreprises qui exportent régulièrement. En Loire-Atlantique, on est à peu près dans les mêmes pourcentages. Donc, je dis aussi, c'est un travail avec la Chambre, le Conseil régional, et je suis sur cette mission-là, pour vraiment travailler sur des parcours à l'internationalisation des entreprises, parcours à l'export, et donc il y a une nécessité de travailler à la structuration aussi des stratégies d'entreprise, et puis il y a la question aussi d'être présent sur des marchés qui sont aujourd'hui porteurs à la fois en Europe, mais aussi évidemment dans le reste du monde. Donc nous sommes convaincus que la question de la qualité des infrastructures, la question aussi de l'image du territoire, parce qu'on le voit bien aujourd'hui. Enfin, moi, je suis avec Nantes Métropole des développements. Certains choix d'implantation, je parle plutôt d'implantation d'emploi ici, je ne parle pas là ici d'exportation, mais certains choix d'implantation se fait par rapport à la qualité de vie de notre agglomération. Pas que, mais ça vient en complément parce qu'il y a des infrastructures, mais ça vient en complément. Et quand on se retrouve en concurrence avec certains territoires, eh bien, ça peut être aussi un atout particulièrement important. Donc, notre travail, vous évoquiez la complémentarité des mandats, le travail, c'est de faire en sorte que Nantes Métropole, la région notamment, travaille de concert pour porter une image dynamique du territoire, de ces entreprises, et les aider à être présents à l'international. Hein. Mais là aussi, le pôle, c'est pas forcément au sein du pôle qu'on trouve réponse à cette question-là. Enfin, Jean-Louis Petermann, président du Conseil de développement d'Erdre-et-Gèvres. D'accord. Deux éléments de commentaires et d'observation. Alors, sauf si je me trompe, il me semble avoir lu dans la loi que les conseils de développement étaient associés au pôle métropolitain, enfin, en termes de concertation citoyenne, et c'est prévu dans la loi, et les conseils de développement organisés en réseau, comme c'est le cas actuellement. Donc ça, c'est une réponse pour la liaison avec les citoyens. Ensuite, je voulais très rapidement donner un témoignage du pôle métropolitain vu de là-bas, donc vu d'une communauté de communes périurbaines. Nous avons travaillé sur la notion de pôle métropolitain en réunion plénière des deux conseils, un conseil développement et conseil communautaire. Il en ressort une vision très pragmatique de l'ère urbaine de Nantes que l'on constate et que l'on vit au quotidien. Et cette vision étant posée, nous les territoires périurbains, tout à fait intérêt à jouer la concertation dans le développement et l'aménagement du territoire au profit à la fois de l'ensemble des territoires et de la qualité de vie des citoyens et des habitants. Ça, c'est pour la vision du pôle métropolitain géographique, avec toujours l'interrogation un peu bizarre en disant pourquoi ça ne recoupe pas effectivement un peu plus sérieusement l'ère urbaine. Donc je sais qu'il y a le poids de l'histoire là-dessus, mais bon, peu importe. Sur la vision du réseau des villes de l'Ouest, ça nous paraît aussi tout à fait judicieux, sachant que c'est une approche sur la base du volontariat, comme tout réseau. Un réseau, c'est un ensemble d'éléments où on tire profit de ce que l'on apporte, si on veut y apporter quelque chose. Voilà, c'était simplement en termes de commentaires. Alors oui, Bertrand Leget, du Conseil de développement de Saint-Nazaire.
D'accord. Ah bon, Jean Renard et puis Bertrand Leger, pardon. Oui, non, mais je voudrais revenir quand même un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure sur ces incohérences des territoires. Alors, je ne peux pas en faire une leçon de géographie, puisque je suis également un ex-professeur de géographie. Et je rappelle d'ailleurs qu'en classe de première aujourd'hui, les élèves ont dans leur programme à réfléchir sur leurs espaces de vie emboîtés, depuis leur quartier jusqu'à la région. Et que mes collègues du secondaire se posent de redoutables questions là-dessus lorsqu'ils voient ça. Ceci étant, nous avons... Votre bonne volonté est évidente, hein, mais vous avez des espaces administrés, des espaces institutionnels, depuis les communes, les ex-paroisses autrefois, les départements, les cantons, etc. Et puis vous avez à côté des espaces fonctionnels, de bassins de vie, qui ont énormément bougé avec les mobilités par rapport à ce qui pouvait se passer encore dans l'après-guerre. Et vous voulez que ces espaces fonctionnels soient en quelque sorte mis en phase avec vos espaces administratifs et vos espaces institutionnels. Est-ce qu'il ne serait pas plus prudent de partir des espaces cohérents des bassins de vie où les gens, en quelque sorte, ont une véritable symbiose de toutes leurs activités et de faire que les espaces administrés soient en surimposition avec ces espaces fonctionnels. C'est-à-dire que renverser complètement de l'ordre des choses. Et peut-être qu'à ce moment-là, on verrait plus clair. Même si, j'en suis bien conscient, il y a des dynamiques, rien n'est figé. Et ces espaces administratifs, il faudra bien les modifier. La communauté urbaine à 24 communes, elle n'a plus le sens qu'elle avait il y a 15 ans. Il faut donc peut-être l'élargir. Et la demande de la Chapelle-Basse-Mer n'est pas du tout ridicule. Et il n'y a pas que la Chapelle-Basse-Mer, il y a d'autres communes également tout autour. Alors je pense que la réflexion n'a pas été assez faite de façon pragmatique et intelligente et que vous restez enfermé dans vos délimitations administratives. Je terminerai en rappelant tout de même que la Loire-Atlantique bénéficiait, par rapport à d'autres départements, d'un pavage de l'espace. Comme l'a dit mon collègue Payon, de type cristallérien, bon, je ne veux pas faire savant, mais avec une répartition harmonieuse... Trop tard, c'est déjà fait. Non, mais une répartition harmonieuse des villes, avec des pays qui avaient une forte identité, pays de Châteaubriand, pays d'Ancenis, et là il y a eu l'intelligence des élus d'Ancenis de reprendre un pays avec 5 cantons, un pays du vignoble complètement ignoré aujourd'hui par la métropole, semble-t-il, un pays de Ré, un pays guérandais. Alors il n'y a que du côté de Redon, là, entre Blain et Redon, où c'est vrai, c'est un peu plus délicat. Mais pourquoi ne pas s'être appuyé sur ces pays qui ont une forte identité, où les gens se reconnaissent? Quand vous êtes Castelbriantais, on voit très bien. Interrogez les gens, vous verrez. Ok. Non, il ne fallait pas faire l'intercommunalité à la façon de Chevènement. Il fallait faire en effet l'intercommunalité du type Voynet-Pasqua. Bien. Alors, on ne refait pas l'histoire. Je ne sais pas si... Les élections de 2012 devraient peut-être permettre tout de même de faire un grand balayage de tout ça. C'est pas sérieux. Non mais... Enfin, s'il vous plaît, le travail, il doit continuer. Hein, je veux dire, vous avez une loi qui est de décembre 2010. Hein, nous sommes en novembre 2011. Hein, vous voyez, par rapport à, en plus des dispositifs qui sont pas forcément ceux que les élus locaux souhaitaient en plus. Voilà. Donc bon, on est, mais oui, bien entendu. Voilà. Non mais c'est sûr que c'était mon introduction, c'est qu'on n'a pas réglé la question du niveau des échelons. On n'a pas eu ce débat-là, puisque je le dis aussi, le débat sur la réforme territoriale, il a été aussi mené à pas de charge au niveau gouvernemental et au niveau parlementaire. Donc il n'y a pas eu des assises des territoires pour savoir effectivement comment on pouvait gérer. Mais je le dis, et je vois le représentant d'Erdre-et-Gèvres. Moi, je suis dans une commune qui touche Erdre-et-Gèvres. Et aujourd'hui, je le dis, il y a un bassin de vie
au niveau du canton, puisqu'historiquement, par exemple, La Chapelle-sur-Erdre était un chef-lieu de canton, et aujourd'hui, beaucoup d'habitants de Trélières et de Sucé gardent des habitudes d'activité sur La Chapelle, comme des habitants de La Chapelle gardent des habitudes d'activité aussi sur les communes de Trélières et de Grandchamp. Donc c'est ça la vie. Et aujourd'hui, je pense que dans la réflexion qu'on a, on n'est pas forcément mûr pour se dire on va appartenir à une même intercommunalité qui va gérer certaines compétences. Voilà, donc le travail il continue. Moi, c'est le sens de dire il faut, parce que je pense que c'était quand même ça peut être un défaut, il faut que les élus locaux travaillent aussi plus ensemble. Hein, et cet outil-là, le SCOT a été quand même un outil particulièrement important parce qu'on a rapproché des visions d'aménagement du territoire qui n'étaient pas évidentes. Et puis ce travail, il doit aussi continuer. Voilà. Donc, et après, pour trouver, les élus, ils choisissent pas des organisations pour se faire plaisir quand même. Globalement, nous sommes confrontés, je le dis, dans le quotidien à des demandes, à des besoins à satisfaire, à des projets à porter. Donc, on ne se fait pas plaisir sur les découpages territoriaux. Hein, on essaie quand même de trouver ce qui peut être efficace et ce qui nous permet de répondre à ces besoins. Je préfère le dire aussi. Ok, il y a encore une question dans le fond. Oui, deux. Oui, Bertrand Leget, oui. Donc Bertrand Leget du Conseil de développement de la Carène à Saint-Nazaire. Simplement, il y a une question de poser tout à l'heure sur le devenir à 10, 20 ou 30 ans. Et les compétences dont on parle sont des compétences qui sont toujours dans les effets se font sentir, les effets d'action se font sentir à très long terme. Quelle est votre stratégie? Quelle est la stratégie et quelle est la vision à long terme de toute cette évolution des pôles? Alors sur la démarche à long terme, vous êtes pleinement associé puisque on est dans une démarche prospective sur ma ville demain, mais il n'y a pas que dans la métropole. Hein, il y a d'autres. Saint-Nazaire est engagé aussi dans cette démarche, le Conseil général et puis aussi la région. Et d'ailleurs, ce qui aussi doit nécessiter des temps de coordination entre différentes collectivités, puisque, je l'ai dit aux autres collectivités, ça serait bien qu'à un moment donné, qu'on partage aussi des choses et que chacun ne soit pas dans sa démarche prospective. Donc ça pour moi, c'est le premier point. Après, je l'ai dit, le pôle métropolitain, ça a été une des rares chose positive, en tout cas telle que je considère, et j'ai un avis partisan, de la réforme territoriale. Maintenant, je le dis, c'est aussi qu'un outil. Alors certains ont parlé de petits pas. Bon, faut prendre les progrès où on les trouve. C'est pas forcément. Moi, je pense que c'est le fait de travailler ensemble qui nous permettra aussi demain d'avoir peut-être des outils qui seront plus efficaces et plus lisibles pour les citoyens, et ça doit de toute façon être intégré, je dis, à une autre réforme territoriale qui soit plus claire pour les citoyens, puisque aujourd'hui je considère que c'est pas le cas, hein, puisque à la fois avec la fusion par exemple avec la création du conseiller territorial, à la fois avec la création de la métropole, finalement, on a voulu organiser la suppression des communes et des départements sans le dire. Voilà. Mais sauf que c'est quelque chose qui prend pas aujourd'hui, puisque les élus ont été plutôt butés par rapport à cette réforme, puisque ils ont eu l'impression, enfin pas que l'impression, ils ont eu la conviction que c'était mené à marche forcée et que de toute façon les espaces de débat étaient très limités, et ils ont été plutôt en retrait. Hein. Je vous rappelle le vote du Sénat qui s'est joué à 2 ou 3 voix, hein, alors que le Sénat était encore à droite au moment du vote de la réforme. Et donc cette réforme n'a pas que buté des élus de gauche, il a aussi inquiété beaucoup d'élus de droite. Donc voilà, donc le travail, évidemment, il continue dans ce sens-là. Et le pôle métropolitain, c'est un outil supplémentaire qui nous permet de voir comment on peut mieux travailler ensemble et voir si
en travaillant mieux ensemble, il y a peut-être des rapprochements qui sont possibles et qui permettent de mieux répondre à ce que vous évoquiez sur l'adéquation entre espace institutionnel et espace fonctionnel. C'est bien ça quand même la recherche. C'est ça la recherche, parce que c'est la pertinence et c'est la crédibilité de l'action politique. C'est de se dire que sur son territoire, on a en face de soi des élus qui décident de l'aménagement de leur territoire. Donc c'est ça la pertinence. Mais cet outil-là est quand même intéressant puisque on peut, avec plusieurs intercommunalités, travailler à cette question de pertinence et de traversée de territoire. J'ai évoqué la question des déplacements entre la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres et dans le métropole. Là, on est vraiment avec un grand nombre d'habitants d'Erdre-et-Gèvres qui travaillent sur l'agglomération, et cet outil permet de donner de la crédibilité à une adéquation entre un espace fonctionnel et un espace institutionnel. Alors, il n'est pas clairement dit, clairement exprimé comme ça et aujourd'hui, mais c'est quand même bien cela à quoi ça doit servir. Peut-être, donc, je vais poser une question pour terminer, ou des questions. Alors peut-être que c'est Stéphane qui pourrait répondre, parce qu'elles ont peut-être un aspect relativement précis. Si on prend le pôle métropolitain, on a quand même affaire à des intercommunalités de taille très différentes et dont les compétences respectives sont assez différentes. Est-ce que, j'ai bien compris qu'actuellement le pôle s'appuie sur les compétences des intercommunalités, mais est-ce que du coup certaines compétences de certaines intercommunalités peuvent évoluer pour donner plus de champs d'intervention au pôle métropolitain? Ça, c'est une première question. Et puis une deuxième question, peut-être, c'est qu'est-ce que pourrait être la première action concrète du pôle métropolitain, Nantes-Saint-Nazaire, ou du pôle métropolitain Loire-Bretagne, respectivement? Sur les évolutions de compétences, ça dépendra de la nature. Effectivement, aujourd'hui, quand on regarde, je vais parler en premier lieu du pôle métropolitain, de la transformation du syndicat mixte du SCOT en pôle métropolitain. Vous l'avez vu, les élus ont choisi de circonscrire cette action dans la continuité de ce qui était une stratégie partagée, qui était celle du SCOT, donc développement économique, aménagement urbain, environnement et mobilité, où les collectivités sont déjà fortement, de par la loi, compétentes. Après, qu'à la marge, il y ait besoin d'évolution statutaire peut-être, mais encore une fois, comme l'a rappelé tout à l'heure Fabrice Roussel, on est sur une décision des intercommunalités. Alors, aujourd'hui, les élus sentent un intérêt, on trouve un intérêt dans cette transformation et sont en train de réfléchir et à prioriser les actions, puisque là aussi, on réfléchit effectivement à l'interdépendance des territoires qui a été soulignée, la nécessité de rationaliser aussi par le fait les dépenses publiques font que on va de toute manière vers plus de coopération entre les intercommunalités du pôle, mais entre le pôle et d'autres et ses voisins aussi, il ne faut pas l'oublier. Dans le cadre d'Écocité, on a travaillé avec Sud-Estuaire et on continue de travailler avec Sud-Estuaire, mais bon, les choses là aussi sont difficiles et ne se décrètent pas forcément comme ça d'emblée. Sur les premières actions, aujourd'hui, très concrètement, dans le SCOT, je pense qu'il faut, en lien avec le Conseil général, comme ça a été dit, et ce qui est une demande des citoyens, réfléchir de plus en plus à un schéma des mobilités et urbanisme plus fort qu'est le SCOT, parce que si on raisonne que mobilité, on aura toujours une course. C'est un peu ce qu'a voulu faire le PDU cette année aussi. Ça veut dire aussi qu'on pense l'urbain en même temps, et qu'on ne pense pas le transport une fois que l'urbain est là. Et donc cette question-là, elle est, et Jean-François Retière, on commence à en discuter, c'est la notion des temps dans la métropole. Quel est le temps acceptable pour faire Blain-Nantes ou Blain-Saint-Nazaire, et quels moyens on met en face, c'est ces questions-là. Et là, je pense qu'on a un champ de réflexion avec, là c'est le technicien qui parle, hein, mais avec le développement économique aussi, pour dire quel est le rôle des zones d'activité économique, quel est le rôle des projets urbains dans le développement, parce que je rappellerai, c'est un chiffre qu'on a dans
qu'on a travaillé dans le SCOT, mais seulement 25% des emplois sont dans les zones d'activité économique. Ça veut dire que 75% est dans la ville, qu'elle soit La Chapelle-sur-Erdre, Nord-sur-Erdre ou Nantes. Donc c'est là aussi toute la dynamique des projets urbains. Et il faut aider les collectivités, il faut aider Savenay, il faut aider Nord-sur-Erdre à développer des projets urbains ambitieux. Donc ce sont là, pour ce que je connais le mieux, les actions les plus concrètes pour le SCOT métropolitain. Sur futur pôle métropolitain, si les élus le décident, l'ensemble des élus. Sur le Loire-Bretagne, je dirais qu'on est sur une autre nature, et c'est comment on met en synergie des agglomérations qui, certes, il y a des manques, bien entendu. On n'est pas sur un système idéal qui entraîne, mais à un moment donné, ce sont ceux qui ont voulu participer, qui ont certainement une capacité d'entraînement et qui, eux, ont leur relais dans leur territoire aussi, parce que c'est un tiers, ces communes-là représentent un tiers de la population des deux régions, et certainement beaucoup plus en termes de force économique. Donc elles ont un effet d'entraînement. Et notre avantage, que ce soit en Bretagne, et vous l'avez souligné, en Bretagne et en Pays de la Loire, et particulièrement en Loire-Atlantique, c'est qu'on a des métropoles qui sont dynamiques et qui n'assèchent pas leur territoire tout autour. Il faut qu'elles continuent ça. Et donc ce dialogue-là est extrêmement important. Cet objectif-là est dans le SCOT, parce qu'il a toujours été ouvert sur ses territoires voisins, et doit continuer. Donc, à cette échelle-là, c'est comment, sur des domaines très stratégiques, notamment vis-à-vis de l'État, je ne reviendrai pas sur, parce que je crois que vous avez eu des séances là-dessus, sur le plan université, les réponses à l'investissement d'avenir et les difficultés. Voilà, c'est comment les collectivités peuvent appuyer et mettre de la synergie dans ces grands dossiers nationaux, et comment l'Ouest n'est peut-être pas oublié. C'est peut-être ça la priorité, mais là, je laisserai l'élu répondre à ces questions-là. La création du pôle est arrivée trop tard, si je comprends bien, vu les résultats. Oui, mais voilà, ça montre bien qu'il y a nécessité de travailler ensemble à la reconnaissance des atouts de nos territoires, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau international. Je crois que c'est particulièrement important, et aussi demandé par les acteurs, le milieu universitaire, le milieu des entreprises. Enfin voilà, c'est pas là aussi qu'une vue de l'esprit des élus. C'est aussi, je crois, des choses qu'on partage avec d'autres personnes impliquées et volontaires pour faire en sorte que leur territoire soit agréable à vivre. Oui, alors il y a une dernière question, alors j'en rajoute une avant. Quid de l'établissement public foncier, parce que ça c'est pas ressorti. Voilà. Et puis question dans le fond. Après on s'arrête, puisque ce soir exceptionnellement, il y a un petit pot pour ceux qui ont encore un peu de temps. Donc. Vous m'entendez ? Désolé parce que le micro portatif il a pas trop de puissance. Alors mais collez bien le micro. Oui, donc Jérémy Rabillet, je suis membre du conseil de développement de la Carène. La Carène, oui. Donc je suis de Pornichet. Mais ma question ne porte pas sur Pornichet. Vous avez bien expliqué la vocation du pôle métropolitain. Par contre, vous avez évoqué donc le problème. On a évoqué le problème de visibilité, de lisibilité au niveau administratif, et également le rapport avec les citoyens. Il y a actuellement deux exemples assez intéressants qui sont en train de se concrétiser. C'est notamment la fusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la région Alsace pour en faire une seule entité administrative, l'Alsace. Et il y a d'autre part, si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe, je ne sais plus, Nice Côte d'Azur, qui va fusionner, si je ne me trompe pas, avec le département des Alpes-Maritimes. Voilà. L'intérêt, c'est que eux, ils ont choisi le statut de métropole, je crois. Je crois. Je n'ai pas trop suivi. J'ai pas trop suivi le Sud. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en inspirer ? Voilà. Alors, je l'ai dit, moi, l'état d'avancement des discussions entre les collectivités locales, d'ailleurs que ce soit Conseil général, métropole, et que ce soit les autres intercommunalités, n'est pas
aussi abouti et donc ça ne permet pas, à mon avis, d'envisager ce type de fusion, ou d'ailleurs la mise en œuvre de la métropole sur un territoire plus large que dans le métropole. Aujourd'hui, voilà, enfin c'est le constat qu'on fait. Je pense que si on avait proposé le statut de métropole à l'ensemble du SCOT, je ne suis pas sûr que aujourd'hui on soit en capacité de vous présenter quelque chose. Voilà, donc c'est aussi la réalité, mais on a les journées des communautés urbaines de France jeudi, vendredi à Nice, donc on va voir. Je vais prendre des leçons auprès de M. Estrosi pour voir comment il est en capacité à rassembler très largement autour de sa ville, même si là aussi il n'y a pas toutes les communes. Hein. Enfin, c'est pas aussi simple que ça, mais nous aurons cet exemple-là. Donc moi je vous réponds tout simplement que l'état d'avancement des discussions, des collaborations, des coopérations fait que nous ne sommes pas mûrs pour ce type de démarche. On voit bien d'ailleurs les questions qu'ont pu poser la création des pôles métropolitains, qui ne sont pas quand même un outil intégré de fusion, de rassemblement des intercommunalités. Donc nous préférons procéder par étapes et de voir si ces étapes sont utiles. Sur l'établissement public foncier local, alors la région a souhaité le mettre en œuvre depuis de nombreuses années. Bon, il y a eu différents blocages qui n'ont pas permis cette mise en œuvre. Donc là, le Conseil général va lancer la procédure de création de cet établissement public foncier local. Nantes Métropole devrait voter les statuts au prochain Conseil communautaire. Et puis donc le Conseil général devrait délibérer, et pour l'instant il y a plusieurs intercommunalités qui ont bien démontré un intérêt qui permet avec une mise de départ du Conseil général d'avoir une plus grande facilité d'acquisition foncière. Nous sommes évidemment sur l'agglo confronté à ce type de problème, mais plus largement sur le département. Donc là, c'est un outil qui nous permet d'acquérir plus facilement, de simplifier le portage financier des acquisitions foncières. Mais je le dis aussi, c'est aussi le travail qui doit être fait. Il faut aussi avoir une stratégie foncière. Donc là aussi, c'est une collaboration qui doit s'approfondir avec le Conseil général, avec les autres intercommunalités sur la stratégie foncière, la question des réserves, la question des mutations de certains espaces. Donc voilà, donc on lance la démarche au niveau du Conseil général avec l'adhésion à cet établissement de plusieurs intercommunalités, en disant aussi que si demain la région mettait en œuvre ce type de dispositif, on s'intégrerait évidemment à ce dispositif. D'accord, merci. On va conclure notre séance là ce soir. On a bien compris que le pôle métropolitain, les pôles métropolitains, c'était pas le grand soir, c'était pas la révolution. Que vous avez eu le sentiment que ça permettait de renforcer la cohésion à l'intérieur du SCOT, mais que vraisemblablement il y aura d'autres étapes sur la réforme des collectivités, probablement après l'élection présidentielle, et sans doute on aura l'occasion de reparler de ce sujet dans un terme relativement court. Donc merci à tous, et puis je vous invite à vous arrêter pour ceux qui le veulent.